Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, Nicolas Bazinet, directeur du développement du pôle épargne chez Bourse Direct. Nous accompagnons les clients sur les stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aujourd'hui aborder le private equity avec 123 IM. Donc c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui Hervé de Roquefeuille, qui est directeur commercial de 123 IM. Bonjour Hervé. Bonjour Nicolas. Premièrement, je tenais à rappeler quelques éléments sur Bourse Direct. Bourse Direct est prestataire de services en investissement. Nous faisons la réception-transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution d'ordre pour compte de tiers. Nous sommes conservateurs et teneurs de compte pour les PEA, compte titres de nos clients. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par la l'AMF. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance, immatriculé à l'ORIAS, ce qui nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie dédiés, dont Bourse Direct Horizon de chez Generali et Bourse Direct Vie de chez Apicil, mais aussi des plans d'épargne retraite ou des contrats de capitalisation. Bourse Direct est conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits, de vous accompagner sur le conseil. Deuxièmement, nous allons aborder aujourd'hui des points généraux. hem, des points généraux, et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne doit ni avoir la performance passée ni la défiscalisation pour unique motivation de souscription. Il faut bien entendu comprendre toujours le produit, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions avantages et risques dont nous allons vous parler ici, donc il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel et vous présentez des produits pour souscrire chez nous, et on vous montrera à la fin comment souscrire sur le site de Bourse Direct. Il faut toujours se référer au statut, prospectus et DIC avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, toujours tenir compte que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Et pour finir, je vais et nous allons faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je couperai Hervé pour lui poser les questions si elles sont à propos par rapport au point abordé. Sinon, je noterai les questions à la fin pour revenir sur certains points que vous n'avez pas compris ou que vous voulez plus d'explications. Donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Hervé, je suis ravi de te recevoir. Alors, qu'est-ce que le private equity? On va attaquer fort. Merci Nicolas pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour effectivement évoquer et échanger sur cette classe d'actifs qui est le non-coté, le private equity, le capital investissement. C'est peut-être des mots que vous entendez de plus en plus parler dans la presse. Et l'idée effectivement de ce petit échange, c'est qu'on puisse, que j'essaie en tout cas de vous apporter un petit peu les clés pour mieux comprendre, mieux appréhender ce que recouvre cette classe d'actifs, y voir les risques, bien sûr, parce que ça reste une classe d'actifs risquée, mais également les opportunités qu'on peut y trouver et la manière dont on les travaille, on le verra tout à l'heure, comment on peut travailler, avoir le meilleur couple rendement-risque, en tout cas, en se positionnant sur cette classe d'actifs qui a la chance, et je pense que c'était ça l'intitulé du webinaire, notamment de financer l'économie réelle. Et à l'heure où de plus en plus d'épargnants souhaitent investir de manière concrète, comprendre leur investissement, savoir où va leur épargne, à quoi elle va servir, le non-coté peut répondre à ces attentes-là, puisque l'argent que vous allez confié à une société de gestion en non-coté, va être investi directement dans une société. Donc, vous allez savoir de manière très concrète à quoi va servir votre argent, développer un projet, racheter un concurrent. Et c'est notamment ce qu'on va voir au cours de ce webinaire. Alors, pour présenter, peut-être effectivement, merci Nicolas de passer les slides, pour présenter un petit peu le non-coté, le capital investissement, peut-être aller sur celle d'après encore, et encore après, pardon, merci. Voilà, le capital investissement, c'est ni plus ni moins que de mettre de l'argent au capital ou sous forme obligataire, on l'évoquera tout à l'heure, d'une PME qui n'est pas cotée en bourse. La plupart des investisseurs connaissent le CAC 40, bien sûr, peut-être un petit peu plus avec le SBF 120, mais on parle que de 40 ou 120 entreprises. Comme vous le savez, il y en a plusieurs centaines de milliers en France, donc il y a plus d'actifs non cotés
que cotés. Et ces actifs justement non cotés cherchent des financements, mais ils ne veulent pas forcément aller sur les marchés financiers. Et c'est là où ils font appel à des fonds de non cotés pour pouvoir les accompagner dans leurs projets de développement. Donc, c'est vraiment le plus vieux métier du monde, parce que j'ai envie de dire, le financement de non cotés et d'entreprises, ça existe depuis la nuit des temps. C'est vrai qu'on parle un peu plus de cette classe d'actifs aujourd'hui parce que son accès s'est démocratisé, on l'évoquera tout à l'heure. Aujourd'hui, à partir de 5 000 euros, vous pouvez avoir accès à une gestion de non cotés qui, historiquement, on va encore une fois l'évoquer juste après, était réservée plutôt à une clientèle très haut de gamme ou à une clientèle très institutionnelle. Aujourd'hui, et c'est en tout cas la conviction et l'ADN historique dans le 3IM, c'est d'essayer de la rendre la plus accessible possible. C'est pour ça que depuis 20 ans, on propose donc des solutions en non coté, accessibles dès 5 000 euros pour les épargnants qui souhaiteraient un petit peu diversifier leur patrimoine, c'est-à-dire les investisseurs qui ont déjà une assurance vie traditionnelle, qui ont déjà un petit peu d'immobilier, qui ont un petit peu de produits structurés, enfin bref, qui ont déjà une large gamme, on va dire, de solutions à leur disposition, mais qui souhaitent, encore une fois, donner un peu plus de sens à leur épargne, avoir des rendements décorrélés des marchés financiers, on l'évoquera tout à l'heure, et puis surtout investir dans l'économie réelle, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir leur fournir des solutions. Et c'est ce qu'on essaye encore une fois de faire chez un 3 depuis plus de 20 ans. Alors, si on va sur la slide après, on a essayé de présenter finalement ce que regroupe le capital investissement, donc le non coté. Ça regroupe plusieurs familles en fonction de j'ai envie de dire, de l'état d'avancement et de la vie d'une société. On entend beaucoup parler du capital risque, du venture capital pour le terme anglais, qui est le financement de start-up. Pourquoi on en entend beaucoup parler? C'est parce que c'est souvent là où il y a des belles histoires. Vous pariez sur effectivement une société qui, à la base, à l'origine, quand vous investissez dedans, ne gagne pas d'argent, mais potentiellement, elle peut en gagner beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle le capital risque. Donc, potentiel de gain très élevé, potentiel également de perte très élevé. On occulte souvent, on parle souvent des très belles histoires, des licornes, etc. On oublie de parler quand même de toutes celles qui se passent moins bien. Donc, c'est important de rappeler que voilà, c'est un point d'entrée dans mon côté qui est très intéressant, mais qui est un point très risqué parce que c'est souvent des jeunes entreprises et donc on n'a pas encore d'historique de résultats. Donc, on a un potentiel de gain très important, mais un potentiel de casse, j'ai envie de dire, très important. Ensuite, on a ce qu'on appelle le capital développement. Donc là, on est déjà sur les structures matures, en place, avec un historique de résultats. Donc, c'est souvent des PME, ETI, et qui voilà, font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont rentables, qui ont un résultat positif, et qui cherchent à continuer leur croissance, donc soit en faisant de la croissance organique, en réinvestissant des capitaux pour faire la croissance organique, soit faire de la croissance externe, des stratégies notamment de build-up, donc d'acquisition, on va dire, de concurrents ou autres. Et c'est là où on va, les fonds de mon côté, vont aller les aider, les accompagner pour les financer dans leur stratégie on va dire, d'expansion. Donc là, on est déjà sur un segment du capital investissement qui est un peu moins risqué puisque vous investissez sur une société qui génère du résultat, qui est rentable à date, mais en contrepartie, vous avez un rendement, une espérance de plus-value qui va être plus faible parce que vous prenez moins de risques. Ça paraît relativement évident. Et puis après, il y a deux dernières familles, c'est le capital transmission, donc c'est la logique de transmission des sociétés, que ce soit à travers les managers de même société, que ce soit d'un fonds de mon côté à un autre fonds de mon côté. Donc ça, c'est la période et la vie classique d'une entreprise. Et puis il y a une dernière famille, mais qui n'est pas citée sur ce document, qui est ce qu'on appelle le capital retournement. Donc là, c'est tout simplement des sociétés qui sont entre guillemets à la faillite et que des fonds de retournement, c'est-à-dire rachètent ces sociétés-là pour l'euro symbolique, j'exagère un peu, et essayent de les redorer et de le remettre, on va dire, au goût du jour. Il y a plein d'exemples très connus. Un flagrant qui me vient en tête, c'est notamment l'entreprise Kawek, vous connaissez certainement, qui était donc l'entreprise vestimentaire des Kawek, tout le monde connaît, qui était très en vogue il y a plusieurs dizaines d'années, qui est partie aux oubliettes et qui depuis revient, comme vous le savez, et on voit des boutiques fleurir un petit peu partout. Voilà ce que c'est que le capital retournement. Donc, c'est très important quand on parle de nos côtés de savoir de quoi on parle et dans quelle catégorie, dans quelle famille, j'ai envie de dire, on se situe, parce que le capital investissement, c'est la grande famille. Et après, vous avez différentes branches en fonction de la typologie des sociétés que vous souhaitez accompagner.
Nous, chez un de troisième, on va plutôt se positionner sur le capital développement et le capital transmission. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de capital risque. Nous, toutes les sociétés qu'on va financer, elles sont, quand on investit, elles sont rentables, elles ont un historique de résultats. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça correspond à l'ADN de nos investisseurs, qui sont des investisseurs patrimoniaux, qui veulent investir sur la classe d'actifs parce qu'ils voient qu'historiquement, la classe d'actifs de notre côté délivre des performances qui sont très importantes, on évoquera tout à l'heure, en contrepartie d'un risque, bien évidemment. Mais ils veulent aussi le côté investir dans l'économie réelle, un investissement moyen-long terme. Et c'est vrai que pouvoir leur proposer justement d'investir sur des sociétés qui sont, voilà, à date en tout cas, matures et rentables, ça permet de prendre, entre guillemets, le moins de risques possible. Et pour nos clients qui sont soit des primo-accédants de mon côté, soit des gens qui ont déjà un petit portefeuille, de mon côté, c'est relativement intéressant de pouvoir se positionner sur ces deux familles-là. Voilà, je fais exprès de faire une introduction, une présentation relativement large, mais je pense que c'est toujours mieux de savoir, avant de rentrer dans le cœur du réacteur et dans les solutions qu'on peut mettre à votre disposition, c'est toujours bien de comprendre un petit peu l'environnement dans lequel un de troisième évolue et nos solutions évoluent. Si on va Très sur bien, la, j'ai rien à dire, c'est super. Bonne présentation. Nicolas. Si on va sur la slide d'après, voilà, c'est un peu ce que j'évoquais. Donc, celle-là, on peut peut-être également la passer et aller sur la suivante. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure et c'est très important, la profondeur du marché, parce que l'avantage du autre côté, c'est qu'on a, comme par définition, il y a plus de 99% des PME qui sont de notre côté. On parle beaucoup des PME ETI en entreprise cotée, ce qui est normal, c'est celles qui ont une cotation tous les jours. Il y a beaucoup de publicité dessus, mais on a énormément de très jolies boîtes de mon côté, hein, et qui sont très grandes ou moins grandes, hein. Les très grandes connues, bien évidemment, vous avez notamment la où vous avez toutes ces sociétés-là qui sont pas cotées. Par exemple, un groupe comme Lactalis, pareil. Donc voilà, c'est des acteurs extrêmement importants qui n'ont jamais voulu aller sur les marchés financiers parce qu'ils ont réussi à trouver des sources de financement en non coté qui leur convient tout à fait bien. Donc, on a une profondeur de marché qui est très importante. Quand je dis profondeur de marché, c'est-à-dire on a des opportunités d'investissement qui sont très importantes. Quand vous investissez que sur le CAC 40, bah, vous avez 40 entreprises, donc mécaniquement, votre univers d'investissement, il est relativement restreint, même si c'est des sociétés, bien évidemment. Quand vous faites du non-coté, et notamment sur notre créneau à nous, qui est vraiment la PME ETI, vous avez un univers des possibles très important. Et ça, c'est extrêmement intéressant quand vous êtes un investisseur, d'avoir voilà, un univers d'investissement très large pour pouvoir vraiment sélectionner là où les PME que vous souhaitez accompagner. Donc ça, c'est un point très important. Historiquement, et ça va être la slide après, Nicolas, le non-coté en contrepartie d'un risque très important parce que qui dit non-coté dit, et Nicolas l'évoquait un petit peu en introduction, mais pas de liquidité parce que nous, l'argent qu'on va investir, que vous allez nous confier, il va être investi sur des projets aux côtés d'entrepreneurs qui, mécaniquement, pour créer de la valeur, ont besoin de temps pour pouvoir nous générer de la performance. On ne génère pas de la performance, comme vous le savez, en 6 mois, 1 an, lorsque l'on finance l'acquisition, par exemple, aux côtés d'un grand groupe hôtelier, d'un nouvel hôtel pour faire les travaux, le temps que vous fassiez les travaux, vous montiez en gamme votre établissement, que vous trouviez votre clientèle, etc. C'est mécaniquement un temps moyen long terme, on va dire, entre 4 et 7 ans. Donc, pendant ce temps-là, l'argent travaille. On ne peut pas le rendre aux investisseurs, bien évidemment, parce qu'il est vraiment investi de manière concrète dans les PME. Donc, c'est un des défauts de la classe d'actifs, c'est les liquidités. Et bien évidemment, la perte en capital, parce que quand vous investissez sur une société, même si on a vu qu'elles étaient en tout cas rentables à date, etc., personne ne sait de quoi demain sera fait. Et on peut bien évidemment tout perdre notre mise. Et ça, c'est lié à n'importe quel investissement, hormis livret A et fonds euros, comme vous le savez, il y a toujours un risque. Mais une fois qu'on a évalué ces risques-là, historiquement, c'est ce qu'on essaye de montrer à travers ce graphique, le capital investissement, le non-coté, délivre des meilleures performances que toutes les autres classes d'actifs sur le long terme. Mais c'est la contrepartie, voilà, de cette illiquidité, de cette perte en capital. Si voilà, vous arrivez à rester, à avoir un horizon de placement plutôt moyen terme, 5-7 ans, ce qui est la maturité de nos produits, on peut aller chercher effectivement des rendements significatifs sur le long côté. Mais voilà, il faut avoir en tête, bien évidemment, ce parallèle avec cette liquidité de la classe d'actifs. Très Voilà ce bien, que je alors
Super. Alors, qui est 1, 2, 3 et vous avez un fonds qui va, très intéressant, selon moi et il y a une opportunité aussi, on t'expliquera parce il doit fermer normalement le 30 juin, on va en parler dans les caractéristiques. Alors Exactement. je vais à la slide là Ouais, alors s'il te plaît. Ouais, vas-y. je vous enverrai tout ça par mail aussi, le lien sur la rediffusion du webinaire et puis la présentation, par mail un peu plus tard. Donc là, on va passer, sur les slides pour aller au cœur sur le sujet du sujet. Et si tu Exactement. Alors, j'ai voulu volontairement faire une introduction relativement longue, hein, du non-coté, mais je trouvais que c'était encore une fois assez pertinent de remettre un petit peu dans l'écosystème et vraiment comprendre que ce que recouvre le capital investissement. Et l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter donc notamment une solution que 1, 2, 3 IM, donc la maison que j'ai la chance de représenter, peut mettre à votre disposition. Donc, qui est effectivement un FCPR, un fonds de commun de placement à risque qui s'appelle 1, 2, 3 Corporate 2022, qui est un fonds visé, agréé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, et qui est un fonds de dette diversifié que je vous présenterai juste après. Juste avant, je vais bien évidemment vous présenter un petit peu 1, 2, 3 IM, qui on est. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure de manière très rapide. Ça fait plus de 20 ans qu'1, 2, 3 IM exerce ce métier d'investisseur, ce métier, on va dire, de jonction entre, d'un côté, des entrepreneurs qui ont des besoins de financement et de l'autre côté, des investisseurs qui ont des besoins de placement. Et notre métier, nous, c'est d'aller sélectionner les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs dossiers pour pouvoir déployer et injecter les liquidités qui nous sont confiées par nos clients. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. C'est plus de, alors le chiffre est plus tout à fait à jour, mais peu importe, c'est 2,5 milliards qui ont été investis dans l'économie française ces 20 dernières années, qui ont été voilà, irrigués dans des PME, ETI françaises pour les accompagner dans leur développement. Et c'est plus de quasiment 900 PME accompagnées depuis l'origine. C'est une équipe de 65-70 collaborateurs aujourd'hui qui voilà, euh, s'efforcent tous les jours d'aller sourcer les opportunités, c'est-à-dire aller à la rencontre d'entrepreneurs, étudier des projets, les sélectionner. Malheureusement, on en sélectionne que très peu par rapport à tous les dossiers qu'on reçoit, mais parce qu'on est voilà, exigeant dans nos critères d'investissement. Mais voilà, ça c'est le rôle vraiment des 65 collaborateurs qui a chez 1, 2, 3 vraiment s'assurer que voilà, la PME dans laquelle on va investir l'argent de nos clients répond à nos différents standards en termes de valorisation, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est une société toujours indépendante, hein, ça fait encore une fois 20 ans, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, cette volonté de vraiment de rendre accessible cette classe d'actifs qui historiquement était inaccessible, ou du moins accessible avec des tickets d'entrée, c'est-à-dire des montants d'investissement pour l'investisseur privé qui étaient plutôt à 1 million d'euros, ce que tout le monde n'a pas forcément sur son compte en banque. Donc l'idée, c'était, et c'était le sens de la création d'un autre il y a maintenant plus de 20 ans, de le rendre accessible. Et c'est pour ça qu'à 20 ans, on avait lancé un FCPR qui était accessible dès 1000 ou 5000 euros de mémoire. Donc vraiment cette volonté de faire connaître et d'évangéliser sur cette classe d'actifs auprès des épargnants français qui aujourd'hui, comme je l'évoquais un petit peu dans l'introduction, sont de plus en plus enclins à aller sur cette classe d'actifs parce qu'ils se rendent compte que les marchés financiers peuvent gigoter, peuvent être un petit peu hauts aujourd'hui, ou ils en ont déjà beaucoup, ils veulent faire autre chose, se désensibiliser un peu des marchés et pour faire voilà, un autre investissement. Donc effectivement, il y a l'immobilier, bien évidemment, il y a plein d'autres choses, mais il y a également le non-coté qui aujourd'hui se fait une part importante et c'est vrai qu'aujourd'hui, le non-coté devient une classe d'actifs quasiment à part entière, j'ai envie de dire, une fois qu'elle est bien expliquée, qu'on a bien compris les risques que Nicolas évoquait en introduction, c'était très important. C'est vraiment une classe d'actifs qui est à considérer par les investisseurs qui cherchent du rendement, mais avec cette condition d'être plutôt un investisseur voilà, moyen long terme. On l'évoquera tout à l'heure, puisque les durées de détention des investissements sont plutôt de 5 à 7 ans. Donc vraiment, alors cette justement volonté. Ouais. vas-y, alors justement, on va parler au lieu de parler des avantages, on va parler des inconvénients. Donc ce que tu disais sur les inconvénients du produit, les Oui, prises de risque, c'est exact, elle exactement. Et je pense que c'est encore une fois alors, très important. Alors, je suis désolé, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à lire en tout cas, mais c'est néanmoins très important parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup d'offres de nos côtés avec des rendements très élevés. Donc, il faut que vous puissiez, et ça, je pense que les équipes de Bourse Direct pourront également vous aiguiller, mais vraiment essayer
de bien comprendre où est le risque. Et mécaniquement, quand vous avez un TRI, un rendement qui est très élevé, bah, il faut bien considérer qu'en face, il y a un risque qui est très élevé. On est sur une classe d'actifs, encore une fois, qui est illiquide. Alors, ça a un inconvénient, hein, on l'a vu, parce que lorsque vous allez confier de l'argent à un fonds, par exemple comme Corporate 2022, comme je vous l'évoquais, nous, il va être investi dans les PME. Si dans un an, vous avez besoin de cet argent, je ne pourrais pas vous le rendre. Ça, il faut être clair tout de suite, c'est très important. Mais voilà, c'est vraiment, je dis toujours, c'est comme un investissement dans le vin. Vous achetez une bonne bouteille de vin en primeur, bah, vous allez la déguster dans 7-8 ans, avec modération, bien évidemment. Et ben, c'est un peu le même principe avec le non-coté. Voilà, c'est un investissement moyen-long terme, sans liquidité. Donc, on ne peut pas sortir. Et malheureusement, même si vous avez des aléas dans votre vie, hormis décès, invalidité, chômage, sur lesquels on peut organiser une liquidité. Sinon, voilà, je ne peux pas vous rendre votre argent. Donc ça, c'est un point, encore une fois, qui est important à avoir en tête. Mais en contrepartie de ça, bah voilà, notre argent, il est investi dans des PME, il est au travail, on essaye de générer du rendement, c'est l'objectif, on l'évoquera tout à l'heure. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est risque de perte en capital, on peut tout perdre, mais ça, c'est lié à n'importe quel investissement financier, comme vous le savez. Et puis, les liquidités, bien évidemment, liées à la classe d'actifs, puisque l'argent, elle est investi de manière concrète dans des PME. On l'évoquera tout à l'heure. Je vous donnerai deux exemples d'investissements qui ont été réalisés récemment par le fonds Corporate 2022. Comme ça, vous pouvez comprendre pleinement où va votre argent, à quoi il sert. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui extrêmement satisfaisant et intéressant pour les investisseurs, plutôt que de se dire, j'ai investi dans un fonds où je ne sais pas trop où est l'argent, c'est un peu une nébuleuse. Là, de manière très concrète, on va pouvoir parler d'investissement et ça, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'on voit beaucoup chez Bourse Direct sur les clients qui veulent investir dans les FCPR, c'est qu'ils ont une somme d'argent et ils veulent investir tout de suite cette somme-là dans des produits. Et c'est comme pour optimiser l'impôt, en fin de compte, il faut avoir une stratégie non cotée sur plusieurs années. Il y a des années qui sont plus ou moins bonnes aussi sur les millésimes des produits. Et donc, si vous avez même 10 000 euros à investir, bah, faites 5 000 euros cette année et 5 000 euros l'année prochaine sur alors, avec 10 000 euros, on va faire qu'un produit, mais euh, enfin, deux produits différents, deux millésimes différents. Mais si vous avez plus d'argent, bah, il faut répartir la somme, attendre les remboursements pour que vous puissiez réinvestir dans d'autres. C'est vraiment une stratégie long terme. Pour nous, le don côté, c'est une stratégie long terme. Comme l'optimisation fiscale, on ne réduit pas son impôt une année et on arrête les années suivantes. C'est une stratégie d'investissement pour moi, le non-coté, si vous voulez réussir votre investissement. Voilà, petit aparté. Non, mais c'est tout à fait ça. Et il y a, alors on le verra tout à l'heure, nous on essaye d'offrir des solutions qui sont déjà diversifiées en termes de nombre de lignes, c'est-à-dire de nombre d'investissements qu'on va avoir en portefeuille. L'idée, c'est d'en avoir à peu près une trentaine, entre 15 et 30 en fonction de la taille du fonds, peut-être sur plusieurs secteurs d'investissement différents. On l'évoquera, mais on finance beaucoup le tourisme, la santé, l'immobilier, la Ben, on va transition aller voir tout ça. voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une diversification très importante, mais on n'est jamais à l'abri. Et là, je rejoins ce que dit Nicolas. En 2019, par exemple, pour prendre le secteur du tourisme, comme vous savez, qui est un secteur que tout le monde connaît, qui en 2019 faisait une très belle année. Vous faisiez les investissements dans le tourisme en 2019, bon, c'était très bon. Et patatras, vous avez eu 2020, 2021, des années un petit peu plus compliquées. Donc, le fait de pouvoir lisser vous permet d'avoir aussi des points d'entrée différents mécaniquement sur le secteur. Parce que quand vous achetez des hôtels en 2020 ou 2021, mécaniquement, ils n'ont pas vraiment le même prix que si vous les avez achetés en 2019, ce qui est logique parce que en 2021, ils souffraient de 2 années un peu compliquées, voire très compliquées, notamment sur 2020. Et donc, du coup, vous aviez une baisse des valorisations, du coup, un moment d'investissement qui était intéressant. Effectivement, très intéressant d'aller sur plusieurs millésimes. L'objectif du fonds, pour le résumer en quelques mots, c'est un fonds obligataire. Donc, si tout le monde n'est pas familier avec l'obligataire, pour faire très simple aujourd'hui, comme vous savez, pour financer une entreprise, il y a trois options. La première, c'est le financement bancaire. Donc, l'entrepreneur qui veut racheter, par exemple, son concurrent qui veut 100, va aller voir sa banque et sa banque va lui prêter, par exemple, 50-60% de son besoin. Sur les 40% restants, soit il a des fonds propres, il peut les mettre au service de cette acquisition, soit il fait appel à des fonds de non-cotés pour pouvoir justement compléter son financement. Sur ces fonds de non-cotés, il y a deux options. Soit le fonds de non-coté investit en capital et dans ces cas devient actionnaire de la société, parce que
les entrepreneurs aiment un peu moins parce que ça les dilue mécaniquement, ils sont plus tout seuls au capital. Soit il y a un financement intermédiaire qui s'appelle le financement en obligation, en dette privée, et qui permet de financer l'entrepreneur sans le diluer, sans rentrer entre guillemets à son capital. Nous, chez 1, 2, 3 on est plutôt un spécialiste de l'investissement en obligation, donc en dette privée. On le verra tout à l'heure pourquoi, mais parce que c'est mécaniquement un instrument financier qui est plus protecteur en cas de défaut, parce que si demain la PME que j'évoquais à l'instant fait défaut, s'il y a quelque chose à récupérer, j'ai envie de dire, le premier qui va récupérer, c'est bien évidemment la banque, et c'est normal, c'est celle qui coûte le moins cher à l'entrepreneur. Ensuite, ce sera le porteur obligataire qui demande un petit peu plus que la banque, mais moins que l'actionnaire. L'actionnaire demandant le plus de rendement, mécaniquement, il sera remboursé le dernier s'il y a une faillite de la PME. C'est là aussi, c'est intéressant chez notre troisième, cette volonté d'offrir des solutions non cotées, diversifiées, on l'évoquera juste après sur les différentes thématiques d'investissement, mais à travers un instrument financier, l'outil obligataire, qui permet de mieux protéger l'épargnant mécaniquement, en contrepartie d'un rendement plus faible, bien sûr, mais on prendra un risque un petit peu plus faible également. Donc, l'objectif du véhicule, donc, c'est d'investir sur entre quinzaine, trentaine de lignes obligataires. Donc, c'est les obligations qui sont émises par des PME, ETI, matures, rentables, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur différents secteurs d'activité qui sont nos secteurs de conviction. C'est les secteurs sur lesquels on investit depuis maintenant 10, 15, 20 ans. C'est le tourisme, la santé, l'immobilier, la transition énergétique et l'éducation principalement. On a d'autres thématiques d'investissement, mais on va dire que le cœur de nos investissements va se regrouper sur ces différentes thématiques. Sur le tourisme, pour donner un exemple parlant, qu'est-ce qu'on va financer de manière très concrète? On va financer des exploitants d'hôtels, par exemple, donc des gens pour qui c'est le métier de gérer au quotidien les actifs, qui gèrent 4, 5 hôtels, par exemple, et qui veulent acheter un nouvel actif, un sixième hôtel. On va les accompagner dans l'acquisition de ce sixième actif. Donc, pour donner un exemple très concret, dans le cadre de ce fonds Corporate 2022, qui est, on va l'évoquer tout à l'heure, qui est déjà enlevé depuis quelques mois maintenant et dont la commercialisation va s'arrêter au 30 juin 2023, d'où le timing intéressant, on l'évoquera peut-être juste après. Il a déjà réalisé plusieurs investissements et notamment deux investissements qu'il a réalisés récemment qui sont, à mon sens, assez intéressants et assez parlants pour l'investisseur. On a acquis une plage qui s'appelle Bijou Plage, qui est à Cannes, aux côtés d'un groupe qui s'appelle l'Expérimental Group, qui est un groupe assez connu qui gère plus de 18 établissements hôteliers en Europe, voilà, qui est un joli groupe qui a l'habitude de traiter ce type de sujet. Et donc, on a acheté avec eux cette plage pour pouvoir donc développer l'enseigne expérimentale à travers cet investissement à Cannes. Donc, voilà un premier dossier très concret, donc qui est, encore une fois, une obligation du fonds. Donc demain, si vous investissez dans le Corporate 2022, vous avez notamment cette ligne-là en portefeuille. Et le deuxième investissement également parlant qui a été fait récemment, alors je parle des deux derniers parce qu'ils ont été faits encore une fois il y a quelques semaines, on a participé à l'acquisition aux côtés d'un groupe qui s'appelle Touriste, d'un fonds de commerce d'un hôtel situé à quelques mètres de la place de l'Étoile. Voilà, un joli hôtel qui marche historiquement bien. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est un actif qui à date tourne bien, mais qui mériterait, comme beaucoup d'hôtels, comme vous le savez, un petit peu de rafraîchissement pour pouvoir augmenter un petit peu le prix moyen de la chambre, c'est-à-dire le coût de la chambre, et augmenter ce qu'on appelle le taux d'occupation, donc ça veut dire le remplissage de l'actif. Et ça, c'est ce qu'on va donc faire aux côtés de cet exploitant qu'on connaît bien, avec lequel on a déjà financé plusieurs actifs. On va faire quelques petits travaux là après l'été, parce que l'été est une période importante, bien évidemment, pour l'hôtellerie parisienne. On va faire un petit peu de travaux sur le octobre-novembre, qui va être un petit peu plus, enfin, novembre-décembre d'ailleurs, qui va être un petit peu plus creux, pour pouvoir être entièrement disponible pour 2024, qui, comme vous le savez, risque d'être une année extrêmement dense d'un point de vue touristique, notamment avec les JO Paris 2024. On attend plus de, je crois que j'ai entendu ce matin, entre 12 et 15 millions de personnes, en plus des touristes, bien évidemment, qu'on a la chance d'avoir tous les ans. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous parler de deux investissements concrets. Il y en a d'autres et on pourra en reparler si vous le souhaitez. Mais voilà, de manière concrète, de savoir à quoi va servir votre argent. Ben déjà, voilà, financer les acquisitions
et le développement donc de ces 2 projets, la plage, du côté de Cannes et puis cet actif hôtelier du côté de la place de l'Étoile à Paris. Donc ça, c'est 2 investissements concrets. C'est des investissements donc faits en obligation. Donc juste peut-être pour, préciser rapidement comment fonctionne une obligation. Une obligation, c'est comme un prêt, pour faire simple. On va prêter par exemple 2 millions d'euros à un entrepreneur pour financer l'acquisition de l'hôtel de Paris. Cette obligation, elle a un taux qui est fixe pour certaines ou variable pour d'autres, et elle a une échéance, une maturité qui est connue, souvent à peu près 5-6 ans, qui est le temps nécessaire pour que l'actif puisse générer suffisamment de résultats pour pouvoir rembourser la dette, entre guillemets, qu'on lui a prêtée. Donc c'est un mécanisme extrêmement simple. Il y a une maturité, il y a un taux et tous les ans, l'entrepreneur nous verse ce qu'on appelle un coupon, qui est versé au fond, pas à l'investisseur, mais au fond, et qui permet mécaniquement de nous dérisquer parce que plus on avance dans le temps, plus on perçoit de l'argent. Donc mécaniquement, bah, si on arrive vers la fin, on a déjà perçu une bonne partie de notre investissement. Donc c'est ça qui est important. Donc vraiment, vous l'avez compris, un fonds diversifié d'obligations donc de mon côté sur plusieurs secteurs d'activité. On a vu le tourisme, la santé, ça peut être le financement d'officines de pharmacie, qui est un secteur qu'on affectionne particulièrement en finançant la transition du marché sur des officines de pharmacie de taille significative, donc des chiffres d'affaires entre 2 et 20 millions d'euros. Donc ce sont plutôt des grosses officines. Ça peut être également le financement de résidences-services seniors, donc des maisons de retraite non médicalisées qui sont en plein développement en ce moment. Ça peut être l'immobilier avec le financement de projets de marchands de biens, notamment en Île-de-France. Ça peut être des sujets dans la transition énergétique, donc financer les acteurs qui vont financer la transition énergétique de demain, que ce soit sur le solaire, l'éolien, la méthanisation. Ça peut être aussi des obligations des entreprises sur le secteur de l'éducation. On finance beaucoup historiquement les écoles de formation supérieure ou autres. Voilà, c'est vraiment des secteurs qui, vous l'avez compris, la consonante commune de tous ces secteurs-là, c'est des secteurs qui sont historiquement plutôt résilients. Il peut y avoir des aléas, mais historiquement, c'est quand même plutôt résilient. On l'a vu sur le tourisme, hein. C'est un secteur qui depuis 20 ans, marche mécaniquement plutôt bien, mais qui connaît des secousses, hein. On a connu, bien évidemment, les attentats, le Covid, etc., qui viennent impacter un petit peu l'activité du secteur, mais sur le moyen long terme, ça reste quand même une thématique à jouer, puisque comme vous le savez, on est la première destination touristique mondiale et les événements qu'on aura cette année, notamment avec la Coupe du monde de rugby et puis l'année prochaine avec Paris 2024, devraient continuer à avoir le retour et retrouver des niveaux historiques et dépasser ces niveaux historiques. Donc, vraiment, on est vraiment sur des secteurs qui, voilà, sont historiquement en tout cas viables et surtout avec une belle visibilité. Nous, on est très confiant encore une fois sur le secteur du tourisme sur le long terme. On est très confiant sur le secteur de la santé sur le moyen long terme. On est confiant bien évidemment sur le secteur de la transition énergétique et le contexte actuel nous donne plutôt raison. On est extrêmement confiant sur le secteur de l'éducation sur le long terme. On pense que c'est vraiment une carte à jouer d'aller financer des écoles de formation supérieure, que ce soit pour des étudiants, que ce soit pour des adultes qui veulent reprendre des cours du soir, etc. On pense que c'est une thématique à jouer. Sur l'immobilier, même s'il y a un petit ralentissement cette année, on pense que sur le long terme, c'est quand même une thématique à jouer parce que voilà, il y a des manques cruels de logements, notamment en France. Donc voilà, c'est des thématiques d'investissement qu'on regarde. Mais l'avantage d'être un fonds diversifié, c'est que justement, quand il y a une thématique qui est un petit peu plus, on va dire, fragilisée, ce qui est le cas de l'immobilier aujourd'hui, eh ben, on peut, entre guillemets, lever le stylo, c'est-à-dire moins investir ou ne pas investir et être plutôt patient et attendre le moment opportun pour s'y intéresser. Ce qui ne nous empêche pas à côté d'aller investir, comme je l'évoquais, sur le tourisme, sur la santé, sur la transition énergétique. C'est tout l'intérêt de ce fonds diversifié, c'est vraiment de pouvoir être multithématique, multisecteur et s'il y a un secteur qui est un petit peu plus en difficulté, le mettre un petit peu plus en retrait pour aller surpondérer, j'ai envie de dire, des stratégies d'investissement et des secteurs d'activité qui seraient un petit peu plus en vogue, on va dire, et avec des points d'entrée intéressants. Donc vraiment un fonds diversifié, vous l'avez compris, de dette privée, à échéance donc 2028, qui est l'échéance du véhicule. On va viser un rendement net supérieur à 7,5%. Donc net, c'est net de frais de gestion, sachant que vous êtes dans une enveloppe fiscale, donc le FCPR, qui vous permet d'avoir une exonération d'impôt
sur la plus-value. Vous allez juste payer les prélèvements sociaux. Bien évidemment, ce 7,5, je me répète, mais c'est important, n'est pas garanti. Il y a un risque de perte en capital, on l'a évoqué tout à l'heure, risque d'illiquidité également sur le produit. Et il y a un risque aussi bien évidemment, je l'évoquais un petit peu, de liquidité, mais qui va avec l'échéance du produit. On a une échéance cible effectivement à 2028. On espère pouvoir rembourser l'intégralité de l'argent qui nous a été confié à cet horizon de placement-là. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si 2027 est compliqué, que les entrepreneurs ont un peu plus de mal à se refinancer, ça sera peut-être pas en 2028, ça sera peut-être en 2029 ou en 2030. C'est également des paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut se positionner sur ce produit. Nicolas l'évoquait tout à l'heure, bien regarder le règlement, le document d'information clé, qui sont également des documents très bien faits qui permettent une fois de rebalayer tous les risques. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que, il y a aucune possibilité de rachat par anticipation sur votre, FCPR? Alors, uniquement sur des cas dérogatoires qui sont donc le décès, l'invalidité et le licenciement. D'accord, et quand on le souscrit dans un contrat d'assurance vie, est-ce qu'il y a, l'assureur assure la liquidité du produit? Alors, ça dépend des assureurs. En l'occurrence, les assureurs qu'on a aujourd'hui, on a une enveloppe qui est fermée malheureusement chez Generali qui assurait les liquidités et on est encore chez AXA, mais je crois que c'est pas les assureurs avec lesquels vous travaillez forcément, mais eux n'assurent pas la liquidité, font de la remise en titre. Donc c'est pas une liquidité, ce qu'il faut bien avoir en tête encore une fois et la question est pertinente, mais il faut vraiment avoir en tête que nous, l'argent que vous nous confiez, il est investi quasiment à 100% dans des PME. En fait, beaucoup de fonds aujourd'hui aimeraient bien avoir cette liquidité garantie. Ça veut dire investir votre fonds à 50% dans du non-coté et puis 50% faire quelque chose de l'investissement, notamment dans des fonds de trésorerie qui ne rapportent pas grand-chose, mais qui, au moins, c'est garanti et vous avez la liquidité pour vos investissements. Le problème, c'est que quand vous faites ça, le global de votre performance, mécaniquement, ça ne va pas être 7,5-8%, ça va plutôt être 4-5%. Parce que vous allez perdre, on va dire, l'effet performance du bon côté avec la faiblesse des poches liquides qui aujourd'hui, sur de la trésorerie, etc., même si ça a un peu augmenté, ne rapporte pas grand-chose. Nous, notre choix, c'est plutôt de dire l'investisseur veut faire du non-coté, on lui offre du non-coté à 100%, quasiment 100%, on garde une petite poche de liquidité de 5 à 10% max, justement pour les cas dérogatoires, mais vraiment essayer de mettre le maximum d'argent au travail dans les conditions qu'on a, aux côtés des entrepreneurs qu'on accompagne. OK, je te remercie. Est-ce que, donc ça, c'était sur la liquidité, donc vous rendez l'argent en 2028. Est-ce qu'il y a une prorogation possible de que vous gardiez l'argent 2029-2030 ou 2028 vous payez? Vous Non, remboursez? c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est effectivement, il y a toujours ce risque-là. Alors, on essaye, dans la mesure du possible, de rendre une grosse partie et quasiment l'intégralité. En tout cas, c'est notre souhait en 2028. Mais voilà, il y a toujours ce risque si en 2027, il y a un nouveau Covid, où il y a des durcissements bancaires et que les entrepreneurs ont un peu plus de mal ou mettent un peu plus de temps à se refinancer. Bon, on ne pourra pas forcément assurer la liquidité en 2028. Ce sera peut-être en 2029, 2030 ou 2031, au plus tard. En tout cas, c'est l'objectif. Après, l'avantage pour moi d'avoir un fonds de dette par rapport à un fonds action, le fonds de dette, comme je l'évoquais tout à l'heure, vous avez une maturité. Il y a une échéance qui est connue, donc ça veut dire que votre entrepreneur, sauf si bien évidemment il fait défaut, mais comme vous, avec votre crédit immobilier, vous remboursez votre banque, et ben, au bout de 25 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez remboursé votre banque et on va dire, voilà, c'est fait. Pareil pour l'entrepreneur. Il a une dette envers nous, une obligation envers nous, c'est nous rembourser. Quand vous êtes au capital, quand vous êtes actionnaire, vous devez trouver quelqu'un pour vous racheter. Donc déjà, il y a déjà j'ai envie de dire une inconnue, c'est que voilà, vous êtes propriétaire d'un titre de société, il faut trouver quelqu'un pour vous racheter votre titre. Dans le cadre de l'obligation, celui qui vous rembourse votre obligation, vous le connaissez déjà parce que c'est celui à qui vous avez prêté. C'est quand même plutôt plus simple. Sur l'action, il faut trouver quelqu'un pour vous racheter. Et puis l'action, vous pouvez avoir aussi cette tendance, j'ai envie de dire, à vouloir faire un peu l'année de trop. Je m'explique, typiquement, si vous êtes actionnaire, par exemple, d'un hôtel en 2018, 2019, vous étiez dit, bah voilà, 2018, 2019, je vais commencer à le céder. C'était mon objectif d'investissement, 4-5 ans, etc. Et puis 2019, comme vous savez, quasiment meilleure année pour le secteur. Vous dites, ah bah, je vais peut-être aller grignoter un petit peu plus, je vais essayer de vendre un petit peu plus cher 2020. Et puis patatras, vous avez effectivement
l'année 2020, l'année Covid, et du coup, vous vous retrouvez avec un actif qui est moins liquide. Alors que si vous êtes en financement obligataire, si vous aviez une échéance à 2019, vous vous êtes fait rembourser en 2019 et puis, entre guillemets, on se quitte bons amis. Donc c'est un peu l'avantage de l'outil obligataire par rapport à l'outil capital, l'outil action, c'est qu'on a, voilà, cette échéance qui est prévue au contrat et qui, facilite un petit peu la liquidité, même si bien évidemment elle n'est pas garantie. Est-ce que tu veux revenir sur un slide particulier? Parce qu'on est resté beaucoup sur ce slide-là, mais est-ce que tu veux revenir sur un Ouais, slide que tu avais prévu? peut-être juste si tu descends un petit peu, il y a et je m'arrêterai peut-être après là-dessus pour pas trop parler. Si tu descends un peu, non, c'est encore un petit peu, ouais. Il y avait celui-là qui est très important, ouais, juste au-dessus. Hem, Celui-là qui est très important et après, même si je l'ai un peu évoqué, mais c'est toujours important de remettre un petit peu le contexte. C'est un fonds obligataire, donc là, le schéma que je vous ai, évoqué vous voyez à l'écran, c'est ce que je vous évoquais à l'oral tout à l'heure avec, l'exemple d'un entrepreneur qui veut acheter, par exemple, un hôtel à 100, il fait appel à sa banque, bien évidemment, c'est son premier interlocuteur, c'est la source de financement, même si elle est, un peu plus chère aujourd'hui, ça reste quand même sa source de financement la moins chère. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, les banques ne prêtent plus 100 du besoin de financement. Elles vont prêter 60-70 et les entrepreneurs vont devoir aller chercher pardon, des sources de financement externes et c'est là où ils font appel à des fonds de non-cotés. Et pourquoi c'est important de dire ça? Parce que beaucoup de clients, ce qui est normal, disent: «Oui, mais finalement, 7,5 7,5, 8, 9 de taux, c'est extrêmement élevé. Ça doit être des exclus du système bancaire». La question est légitime, mais c'est pas du tout le cas. La plupart de nos entrepreneurs, bien évidemment, sont des personnes intelligentes et la première chose qu'ils vont faire, c'est encore une fois aller voir leur banque. Mais pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, la banque ne prête pas 100 du besoin et c'est là où on arrive en complément, mais finalement sur des petites quotes-parts, j'ai envie de dire, du besoin de financement et ça, c'est extrêmement, important de le rappeler. On est vraiment en complément d'un financement bancaire. C'est pour ça qu'on appelle ça du financement mezzanine. On est au-dessus, d'un investissement, enfin d'un financement bancaire, et donc c'est important de le rappeler, heu et voilà, c'est juste pour repréciser, je pense que c'est important et juste je finirai un petit peu et après je vois qu'il y a une question, je répondrai, juste après. Si tu peux Je, je descendre vais, je vais la, je vais la vas-y, je t'en prendre prie. en place. Vas-y, un autre slide, dis-moi. Ouais, juste le 2 derniers tu passes de 2 à celui-là, non, juste au-dessus, pardon. Ouais, ici, au-dessus, c'est parfait. C'est juste pour vous expliquer que et c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, un 2 3 est un spécialiste de la gestion obligataire. On a un fonds de non-coté, on fait également du capital, mais on fait beaucoup d'investissements dans des obligations d'entreprise. C'est quasiment et le chiffre maintenant a augmenté, on doit quasiment être pas loin des 800 millions d'euros déployés sur ce segment-là, vous voyez, sur tous les secteurs, de la santé et cetera et avec, historiquement plutôt des bons résultats puisque on a moins de 3 de taux de défaut. Donc on appelle un taux de défaut, c'est-à-dire l'entreprise n'est pas en mesure de vous rembourser. Elle vous rembourse soit zéro, soit ce qu'elle peut vous rembourser et c'est ce que vous voyez dans le bas du slide, effectivement avec, des défauts, des entreprises qui ont remboursé entre 25 et 75 du montant investi. Vous voyez, c'est plutôt une petite quote-part par rapport, au montant investi. Donc il y a mécaniquement, il y a eu des défauts, faut l'avouer. Il y a eu des défauts sur certaines sociétés, mais globalement, le gros de ce qu'on a investi a plutôt été remboursé ou se passe plutôt bien et donc c'est important de rappeler qu'un 2/3 est un expert de la gestion obligataire non cotée, et également un expert, ça paraît évident, d'investisseur sur les secteurs que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il connaît extrêmement bien nos secteurs parce qu'on les finance depuis 5, 10, 15, 20 ans, que ce soit le tourisme, la santé, l'immobilier, la transition énergétique ou l'éducation notamment. Super. Alors ça, c'est la stratégie d'investissement que tu as expliqué. Après, il y avait donc ça, c'est le principe. Alors les caractéristiques. Donc vous investissez sur toute l'Europe. Donc on est sur un FCPR. Oui, ça c'est les Euh, caractéristiques relativement classiques pour un fonds. Alors avec, c'est un FCPR visé agréé par l'AMF. Cette vocation, voilà, d'investir en Europe, principalement en France, parce que c'est quand même là où on a nos expertises, nos entrepreneurs, mais on peut quand même aller chercher des dossiers, sur des zones qui nous paraissent, attractives.
une échéance à 2028, ça on l'a évoqué tout à l'heure, prorogeable Ouais. jusqu'en 2031, c'est très important. C'est éligible assurance vie, PEA, PME et compte titres, évidemment, tout ça chez Bourse Direct, c'est Ça, on va en évident. parler. Exactement. Et voilà, et une fin de commercialisation qui est effectivement au 30 juin 2023. Et du coup, bah, ce qui fait un point d'entrée, et c'est là où Nicolas a eu l'intelligence, j'ai envie de dire, d'organiser ce webinaire à ce moment-là, c'est qu'effectivement, vous avez l'opportunité de rentrer dans un véhicule qui est déjà investi en partie sur une dizaine de lignes obligataires, donc vous connaissez déjà une partie du portefeuille. Et mécaniquement, par rapport à l'investisseur qui est rentré, par exemple, l'année dernière, vous allez avoir une durée de détention qui va être plus faible et donc un meilleur rendement que celui qui est rentré effectivement le premier. Donc il y a un vrai atout à rentrer effectivement, dans cette fin de période de commercialisation. Alors, bah, on essaye toujours, nous, pareil sur les fonds fiscaux, on essaye de mettre en avant les fonds fiscaux de l'année passée pour pouvoir, sortir, un petit peu en avance. Pareil, de profiter effectivement de ces fonds-là, enfin, de les acheter plutôt en fin plutôt qu'en début. Sur cette slide, c'est les frais de gestion. Donc on voit que vous preniez, 2,90 de frais de gestion. Après, c'est des frais un peu plus, heu, différents, et vous avez 0,56. Alors dans les 4,77 qui est le TFAM, tous les frais, compris dans le produit, vous avez 0,56 qui sont liés aux droits d'entrée. Et donc chez le Bourse Direct, on ne prend pas de droit d'entrée, donc ça vous diminue, le TFAM du montant. J'ai une question là qui est plus pour toi, quel est l'avis de ton FCPR versus un LBO, Leverage Buyout? Alors j'ai pas sûr d'avoir compris la question, pardon. Quel est votre avis, Sur le marché du LBO? oui, C'est une bonne question. Alors juste je réponds, il y a quelqu'un qui a répondu: «Oui, c'est bien 5 000 € le ticket d'entrée», pardon, sur le FCPR. Sur les LBO, effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que juste pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est le LBO, c'est le rachat d'une autre société par un financement, en dette. Aujourd'hui, le coût du crédit coûte plus cher et il est plus rare à avoir. Donc effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. C'est une période, encore une fois, qui est pas simple. Il faut être extrêmement vigilant sur les valorisations, sur les points d'entrée, sur les secteurs, la visibilité des secteurs. Et encore une fois, je pense que la force et l'atout dans notre OIM, c'est d'être un acteur ce qu'on appelle du small mid cap, c'est-à-dire de la petite et moyenne entreprise, donc PME, ETI, sur lequel il y a, en tout cas, c'est ce qu'on constate, il y a moins de surchauffe en termes de valorisation que ce que vous pouvez avoir sur le capital risque, où il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été investies sur le capital risque, avec des valorisations qui, de temps en temps, étaient effectivement un petit peu difficiles à comprendre d'un point de vue factuel. Et puis, sur les large caps, sur les très grosses sociétés, il y avait également pas mal de liquidités. Et donc là aussi, c'est toujours un petit peu, elles sont dans un moment un petit peu plus compliqué. Je pense que nous, sur notre segment, voilà, de la petite moyenne société, il y a moins de concurrence, il y a moins de fonds, parce que c'est un petit peu plus risqué aussi que bien évidemment sur une large cap, hein. Vous n'avez pas le même risque quand vous allez financer un Auchan, bien évidemment, qu'un entrepreneur qui a une dizaine d'hôtels à Paris. Mais voilà, on pense que c'est encore une fois plutôt, plutôt intéressant de s'y positionner, mais avec encore une fois, ce point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est le point d'entrée qui est important, donc le niveau de valorisation. Donc nous, on reste quand même plutôt ferme sur nos niveaux de multiples, d'acquisition, de points d'entrée, et on essaye bien évidemment de répercuter la hausse des taux bancaires dans le financement, sur, nos opérateurs, les entrepreneurs qu'on finance. Bien évidemment, tout le monde doit jouer le jeu. Quand les taux montent, tout le monde doit monter, donc que ce soit effectivement le prêt bancaire coûte plus cher, donc la dette obligataire coûtera plus cher et bien évidemment le capital. OK. Alors là, ici, vous êtes sur le site épargne.boursedirect.fr. C'est le site de l'épargne de Bourse Direct, donc il est différent du site Bourse Direct. Vous avez, heu, vous devez vous connecter et
parce que c'est un espace différent du site de Bourse Direct. Et ici, vous devez inscrire toutes vos informations vous concernant, vos, vos objectifs patrimoniaux pour souscrire ce genre de produit. Donc, c'est diversifier son patrimoine, placer des liquidités à long terme pour pouvoir investir là dans le produit. Après, vous devez signer les documents réglementaires qui sont le KYC, mieux vous connaître, une convention de conseil, un compte rendu de mission, toutes ces informations-là. Et après, vous pourrez passer à la souscription de n'importe quel produit. Alors ici, c'est un compte de test, donc il y a plein d'erreurs, mais vous pourrez souscrire à n'importe quel produit chez Bourse Direct en ligne. Donc on va revenir sur le FCPR pour le retrouver. Alors les rubriques chez nous sont placer, épargner, réduire les impôts et placer, épargner. Ici, on est sur pas réduire son impôt, mais on est plutôt sur placer. Vous avez sur les FCPR un petit laïus sur les FCPR et vous accédez ici aux produits des fonds fiscaux, des fonds, excusez-moi, des fonds de placement commun à risque que l'on propose et vous retrouvez le fonds commun de placement de 1, 2, 3 Corporate 2022 où on met toutes les informations qu'on a trouvées utiles à mettre dedans. Donc, vous retrouvez toutes ces informations ici. Vous avez sur la droite les documents légaux, plaquettes, DIC, voilà, et vous pouvez souscrire en ligne. Souscrire en ligne, donc ça vous rentrez directement la souscription, donc ça vous affiche le montant minimum de souscription possible. Alors c'est à 1 euro, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez pour souscrire 14 200 € si vous voulez. Euh, alors, on va avoir une nouvelle version du site, de notre site internet, mais si vous voulez faire un règlement livraison sur votre compte PEA, il faut dire que vous faites un règlement par prélèvement et là, vous choisissez votre compte PEA, d'accord? Et vous livrez les titres sur un compte titre et là, vous remettez votre compte PEA. Et donc, ça fait un règlement livraison. C'est un produit qu'on peut souscrire avec un co-souscripteur. Euh, alors là, vous allez voir que mon co-souscripteur, c'est du test. Et après, vous rentrez directement dans le bulletin de souscription. Donc, il n'y a pas de fiscalité, d'avantage fiscal. Vous n'êtes pas démarché. Le mandat de recherche, la déclaration d'origine des fonds en fonction du montant, vous mettez les informations. Donc, la réception, transmission d'ordre liée à ça. Ça, c'est la concordance produit par rapport à votre profilage de risque qu'on a identifié. Et ici, donc, un risque 5 client par rapport au produit qui est 7, on accepte la souscription. Vous avez eu les informations nécessaires et vous confirmez votre souscription, ce qui génère automatiquement le bulletin de souscription chez nous. Vous le retrouvez, votre bulletin de souscription, donc vous pouvez vérifier les informations sur votre bulletin de souscription directement. Voilà, ça arrive, donc on retrouve toutes les informations pour le bulletin de souscription. Et après, vous signez numériquement, 100% digital, le bulletin de souscription. Et après, on s'occupe, nous, si c'est sur un compte titre, ben, de faire le règlement livraison sur votre compte titre ou sur votre PEA PME chez nous. Et il y a nos services qui vous téléphonent s'il y a un petit souci de souscription. Donc, souscrire pour 5 000 €, c'est très facile sur notre site internet derrière. Voilà, c'est assez simple. Et vous pouvez faire ça pour énormément de produits, dont les autres. Voilà, alors je vais juste regarder, donc on va arrêter de partager. Voilà. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Tu veux rajouter un point particulier, Hervé? Non, non, bah, écoutez, moi, c'était un plaisir d'échanger avec vous à la fois sur la classe d'actifs, sur la société que j'ai la chance de représenter, puis sur voilà, ce fonds qui, je trouve bien évidemment, et pas vous dire le contraire, est une très bonne solution, encore une fois, pour voilà, des primo-accédants qui veulent tester un petit peu la classe d'actifs, qui est
relativement abordable, même si il faut quand même mettre un minimum 5 000 €. Voilà, si vous avez un petit peu de temps devant vous, si vous avez bien compris les risques liés au produit, risques de perte en capital, d'illiquidité et cetera, je trouve que pouvoir le faire sur un fonds de dette diversifié, multisectoriel, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est effectivement, pertinent aujourd'hui d'avoir dans une allocation, patrimoniale diversifiée, bien évidemment, sur autre chose que du bon côté. Mais si vous voulez faire un peu de mon côté, je trouve que cette solution est plutôt pas mal. J'ai un client, donc c'est pas le premier FCPR Corporate que vous lancez, donc vous en avez depuis quelques années. Comment se comparer les anciens, alors les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir, mais comment s'est comporté votre ancien, vos 2 ou 3 anciens FCPR à ce sujet-là? Alors, on en a même plus. Alors, j'ai pas en tête le montant exact, mais de mémoire des FCPR, on doit en avoir au moins, alors FCPR pur, il y en a 4-5. Après, c'était plutôt des FPCI, donc des fonds professionnels de capital investissement, mais globalement, ça reste des fonds de dette de mon côté. Historiquement, ça se passe plutôt très bien parce qu'on a que des fonds dans le vert qui sont positifs. Donc ça, c'est plutôt important, même si effectivement, tu l'as évoqué, j'insiste là-dessus, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que sur la plupart des millésimes, on a respecté l'horizon de placement, parce que aussi pas mal d'investisseurs, au-delà de l'aspect, illiquide, veulent pas forcément faire de mon côté parce que souvent, c'est des durées des tensions qui sont souvent longues. 5, 6, 7, 8, 10 ans pour certains fonds. Et c'est vrai que l'avantage de le faire en dette, c'est que justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, on arrive à avoir des durées de détention qui sont, voilà, plutôt moyen terme, entre 5 et 7 ans. Et historiquement, on a toujours à peu près respecté nos horizons de placement vis-à-vis de nos investisseurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Des performances qui sont, entre guillemets, «au rendez-vous», mais également un horizon de placement qui est plus ou moins respecté. Alors, ça, c'est le passé. On espère qu'on fera pareil dans le futur, mais en tout cas, historiquement, ça s'est plutôt bien. Très bien, bah, écoutez, il est 20 heures pile. Je te remercie beaucoup Hervé d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite tous une bonne soirée, un bon dîner et à très bientôt sur, votre épargne méritus de Bourse Direct. Bonne soirée Bonsoir à à tous. tous.